Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de À vous la parole. Édition de ce vendredi 25 juillet 2025, à quelques heures de la publication de la liste provisoire de candidats retenus pour l'élection présidentielle 12 octobre prochain par Elections Cameroun. Le rendez-vous est pris demain à 12 heures. Nous serons alors samedi sur la 80aine de candidatures déposé ou dossier déposé à l'ECAM. On saura finalement qui est qualifié pour la phase finale en attendant la phase du contentieux qui aura lieu du côté du Conseil constitutionnel. Peut-être sur cette liste, on retrouvera le nom de Hiram Samuel Iyodi. C'est le candidat investi par le Front des démocrates camerounais, le FDC, le parti de Denis Emilien à Tongana, qui nous a pratiquement fait attendre jusqu'à la dernière minute pour savoir quel était finalement le choix. Pendant cette période avant le choix, on a eu à rencontrer et le président et le secrétaire général de cette formation politique pour avoir quelques indications relativement au choix qui sera fait. Denis Emilien Atongana, lui-même candidat, ou alors la voie de l'investiture d'un autre candidat. C'est finalement celle-là qui a été choisie et qui nous présente un jeune candidat d'environ 37 ans engagé à cette course au fauteuil présidentiel. Pour en parler, nous recevons ce soir justement le président du FDC, Denis Emilien Atongana. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé. Bonsoir également à tous les téléspectateurs. Bonsoir à notre candidat, monsieur Hiram. Bonsoir à tous qui croient au changement par la jeunesse. Vous attendez le rendez-vous de demain comme un jour des résultats? Non, nous n'avons pas d'inquiétude. Nous n'avons pas d'inquiétude dans le sens où nous sommes habitués. Nous sommes un parti politique habitué des élections. En 6 ans d'existence, nous avons participé à 4 scrutins majeurs qui nous ont permis d'apprendre à monter les dossiers de candidature et les dossiers les plus difficiles. Donc, le dossier de notre candidat a été monté selon les règles de l'art. Nous n'avons aucune inquiétude. Nous savons tout simplement que demain, il fera partie des candidats et d'ailleurs le plus jeune qui concourra à cette élection présidentielle et nous sommes convaincus qu'il pourra être le prochain président de la République, le plus jeune président de la République de l'histoire du Cameroun. On parlera de ce choix de ce candidat tout à l'heure, mais allons à l'actualité. Demain, c'est donc jour de présentation de la première liste, ou la liste provisoire par Elections Cameroun. Mais autour de cela, il y a eu un débat sur le nombre de dossiers déposés à Elections Cameroun. Certains Camerounais estimaient que 80, ça faisait beaucoup, ça faisait des autres, ça faisait pas sérieux. Votre position? Bon, mais écoutez, nous sommes en démocratie. Les gens sont libres parfois de s'exprimer et le fait d'aller déposer une liste à Elections Cameroun, c'est pas seulement cette pléthore de candidatures qu'il faut regarder, mais il faut voir l'esprit qui anime ceux qui vont déposer les dossiers. Moi, je crois que beaucoup sont gênés de savoir qu'un pays comme le nôtre, qui a autant de potentiel, autant de possibilités, et que rien n'avance, rien ne marche, alors ils se disent qu'eux, ils peuvent faire mieux. Et c'est dans ce sens-là que moi, j'interprète le dépôt de cette multitude de dépôts de candidatures. Mais je crois quand même que le Conseil électoral qui va publier la liste, c'est qui a un dossier complet, qui a pu avoir une investiture réelle, qui a pu payer sa caution. Donc on aura le résultat demain et moi je crois beaucoup au candidat que nous on a. Vous croyez beaucoup à votre candidat. Est-ce qu'on va balayer d'un revers de la main ce nombre pléthorique de candidatures? Oui, d'accord, vous semblez dire que c'est une occasion pour certains d'aller exposer leur frustration. Est-ce que c'est le mur de lamentation? C'est un cadre d'expression. C'est aussi un moyen de se faire connaître. C'est aussi un moyen de passer à la télé. Parce que, voyez-vous, il y a certains candidats qui ont déposé de dossiers de candidature qui n'ont jamais eu l'occasion de passer ni à la radio ni à la télé pour dire ce qu'ils pensent, pour exprimer leurs besoins de changement. Donc, je ne condamne pas
ces dépôts de candidature, mais je pense quand même qu'il y a une accumulation de frustration et beaucoup de Camerounais estiment qu'ils peuvent faire mieux que ceux qui sont aux affaires en ce moment. Vous avez vu, certains d'entre eux, ils estiment, mais quand même, c'est la fonction présidentielle. Est-ce qu'on n'est pas allé quand même à la banalisation, estimer qu'on peut faire mieux alors qu'on n'a pas fait ses preuves ailleurs, comme vous, par exemple, qui avez déjà été élu, qui avez déjà participé à au moins 3 ou 4 scrutins? Moi, je crois qu'il faut féliciter tous ces candidats qui ont fait le déplacement pour aller déposer eux-mêmes leur dossier. Parce que, par exemple, il y a des candidats qui ont déposé des dossiers, on ne les a pas vus, on ne les voit pas, on ne sait même pas où ils sont. Donc ceux-là... C'est sérieux? C'est pas sérieux. On les voit seulement le jour du dépôt des candidatures. Ceux-là au moins, on peut les féliciter. Mais il y a des partis et des candidats qui ont déposé des dossiers sans savoir où se trouve ce dont on a déposé des dossiers. Et c'est préoccupant. Et nous pensons que pour le respect de la fonction présidentielle, pour le respect des élections, quand on est candidat, et quand on respecte le peuple, on doit se lever soi-même, comme notre candidat l'a fait, pour aller déposer son dossier. Je crois que c'est aussi ça, le respect, le respect des institutions, le candidat, le respect respect du peuple, le respect... Oui. Ça vous dérange que le candidat du RDPC ne soit pas allé personnellement déposer son dossier? Il n'a pas fait en 2018 ou avant. Hein. Ça nous dérange et ça nous préoccupe. Parce que ça pose... C'est pas votre candidat en même temps. Non, ça pose un problème. Ça pose un problème de la capacité du président à gouverner encore. S'il n'est pas capable de prendre son propre dossier, c'est-à-dire de prendre son destin à il y a un jeune qui n'y a pas été, hein. Cabral Libi n'est pas allé déposer son dossier. Oui, écoutez, chacun sa stratégie et son organisation. Non, il n'y a pas de question. Il n'y a pas une loi qui dit que le président doit venir, le candidat lui-même doit venir déposer le dossier. S'il l'a déjà fait, il a fait en 2018, et puis il a refait, ça veut dire quand même qu'il y a un problème. Il y a un problème et ça doit préoccuper les Camerounais. Nous, pour le respect que notre candidat et que notre parti a du peuple camerounais, des institutions, il s'est levé lui-même pour aller déposer son dossier. Mais il est prévu la possibilité d'envoyer les mandataires. Non, mais écoutez, le problème c'est le respect de ce qu'on veut faire. Le problème c'est le respect du peuple, c'est le respect des institutions. Parce que lorsque vous parlez de la banalisation, c'est eux qui banalisent les institutions. Je suis candidat à une élection et je ne peux pas aller déposer moi-même mon dossier. Ça ne se comprend pas, ça ne se justifie pas. C'est une manière de dire aux gens, on n'a pas votre temps, je n'ai pas votre temps. Donc, nous pensons qu'il faut faire autrement la politique. C'est justement pour cette raison que notre candidat, il a pris son propre dossier, il est allé le déposer parce qu'il respecte les Camerounais, parce qu'il a une autre idée des institutions, il a une autre idée des élections. Et nous pensons que dans l'avenir, voilà comment est-ce que les candidats doivent se comporter pour démontrer leur sérieux et leur volonté de servir le peuple camerounais. Mais à chacun sa stratégie quand même. C'est pas une question de stratégie, il n'y a pas deux peuples. Et vous n'allez pas me dire que il y a une stratégie pour aller faire la dot. Si on vous a demandé 8 ports, amenez les 8 ports. Si vous n'avez pas les 8 ports, allez simplement demander pardon. Est-ce que le dossier n'est pas reçu parce que vous n'êtes pas là? Je vous dis qu'il s'agit d'une question. Il s'agit d'une question de respect des institutions. Quelle est l'idée qu'on a des institutions? Quelle est l'idée que l'on a du peuple? Parce qu'on a l'impression que ceux qui ne sont pas allés déposer eux-mêmes leur dossier de candidature, et surtout le président en exercice, il ne se considère pas comme un candidat. Et ça nous préoccupe. Parce que là, nous voulons des élections libres. Nous voulons des élections transparentes. Et nous sommes convaincus que si ces élections sont libres, si elles sont transparentes, notre candidat va gagner les élections. Nous sommes très convaincus. Alors, qu'est-ce que ça change la donne? Nous avons peur. Paul Biya n'est pas allé déposer son candidat lui-même. Si Cabral Libi n'est pas allé déposer son dossier lui-même, à quoi est-ce que ça a un impact sur votre candidat? Nous, on n'a pas un problème pour l'honorable président Cabral Libi. Mais il n'a pas déposé lui-même son dossier. Mais il semblerait qu'il était hors du pays et ça peut se comprendre. Mais vous savez que le président Biya est où? Peut-être que vous pouvez connaître. Parce que jusqu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais ne savent pas où il se trouve. Vous trouvez une excuse et beaucoup de Camerounais dans le pays. Beaucoup de Camerounais pensaient quand même que pour le dépôt de son propre dossier, on ne parle pas de l'affaire de quelqu'un d'autre. On parle de son dossier. D'accord. Pour se faire réélire, pour continuer à habiter à Etoudi, pour continuer à être aux soins du peuple camerounais, le béaba
Le plus simple et pour le respect du peuple, c'était que le président lui-même se déplace pour aller déposer son dossier. Et ça allait nous prouver qu'il est là, qu'il est toujours actif, qu'il est toujours capable. Parce que le fait qu'il n'ait pas déposé son dossier pose beaucoup de problèmes. Le problème de sa capacité physique, morale, à continuer à gouverner les Camerounais. Et c'est pour ça que nous, au niveau du FDC, nous avons opté d'investir un candidat qui a un Nous rappelons qu'il n'a pas été déposé son dossier en 2018. Un candidat il qui n'a a pas un bon été profil. déposé son dossier en 2011. Voilà, ça doit être une stratégie, une habitude de ce côté-là. Ça devient une mauvaise tradition. Oui. Et ce n'est pas le message qu'il faut passer à la jeunesse. Ben, passez donc un autre message. C'est pas le message. Le vôtre, il est passé. Le nôtre, Oui. c'est que lorsqu'on est candidat à une élection, et quand on respecte les institutions et le peuple, on va déposer, on va déposer Vous soi-même. condamnez bien, vous ne condamnez pas les autres. Il faut aller déposer soi-même son dossier. Lorsque le Vous êtes d'accord que lorsque le président Oui. de la République, le candidat du RDPC en ce moment voyage, nous sommes au courant parce qu'on barre les routes. Au moins là on a l'information lorsque les routes sont barrées. Mais jusqu'ici, on n'a pas vu les routes barrées, donc ça veut dire qu'il est au pays. Donc rien ne justifie donc qu'il ne soit pas allé déposer personnellement son dossier. Mais je crois que pour le cas de l'honorable Kaba Libi, j'ai vu les images sur les réseaux sociaux. Il était en mission, je crois au Canada, à l'Assemblée de la francophonie. Donc cela peut se comprendre. On ne peut donc pas comparer les deux cas. Mais pour le cas du candidat avec la mission à la francophonie, être au-dessus de la considération la convocation de l'élection présidentielle, c'est ça? Il faut déjà dire que la convocation du corps électoral, la date est connue par une seule personne. Donc vous n'allez pas faire le reproche au président Kabal Libi d'avoir fait le déplacement pour aller répondre à une mission. Puisqu'il ne connaissait pas la date. Celui qui connaissait la date a décidé de faire le jour qu'il voulait. On était dans les rumeurs, les supputations. Donc, je crois que il faut respecter les Camerounais. On est d'accord sur cela, vous l'avez déjà dit. Respecter les Camerounais. Maintenant, est-ce que c'est respecter les Camerounais? Et dans cette logique, vous l'avez dit, respecter les on Camerounais. parlera de votre candidat tout à l'heure, vous n'avez pas pressé. Est-ce que les autres respectent donc les Camerounais lorsqu'on vient et qu'on n'a pas on n'est pas connu du tout, qu'on a un dossier totalement vide, qu'on n'est pas en mesure de verser le cautionnement nécessaire? Là, c'est respecter les Camerounais. Ce n'est pas des aventuriers. Mais écoutez, moi, je vous dis que les gens sont préoccupés. Il y a une accumulation de sauf que ça devient risible. Au point où ça peut noyer leurs préoccupations. Oui. Ce qu'on a retenu est théâtral lorsqu'on voit sur les réseaux sociaux et autres. On en rit plutôt. C'est vous qui voyez ça de cette manière. Mais nous autres, nous voyons ça comme un moyen d'expression des uns et des autres, qui estiment que ils peuvent faire mieux que ceux qui sont là. Ils ne sont même pas capables de remplir un dossier. Ils s'interrogent. Mieux, mais ils ne sont pas en mesure d'avoir un dossier complet. Ils s'interrogent. Que mais le poste de président de la République, là, à quoi ça sert d'être président de la République alors qu'on ne vous voit pas? Vous ne visitez aucun chantier. Oui, là, vous avez dit ça, vous ne dans la faites campagne électorale. Vous ne faites on n'est pas encore en campagne électorale. Ministérielle. Ce n'est pas nouveau. Donc, c'est pas nouveau. Et comprenez. Donc vous acceptez permettez que les gens s'expriment. Et les gens se sont exprimés pour dire que moi je peux faire mieux. Et vous pensez que tout le monde peut faire mieux? Tout le monde peut être président de la République? Monsieur le Président, il y a une école que je pose. Non, je suis tout le monde peut être président de la République. Tout le monde peut être président de la République. Ça, il faut être rassuré. Comment ça? Parce qu'il n'y a pas une école où on forme les présidents de la République. Oui. Il n'y a pas une école. Il n'y a pas une école, tout le monde peut être président. Il n'y a pas une école. Donc, ce n'est pas un poste qu'il faut mystifier. Et pour vous rassurer, notre candidat, lui, il a toutes les qualités requises pour être président de la République. Et nous avons la forte conviction que s'il l'est, il l'assumera dignement dans le respect des institutions. Vous dites que du respect lui, il a du peuple toutes les qualités requises. C'est une façon de dire qu'il y en a qui n'en ont pas. Bon, c'est vous qui voulez comprendre. Non, attendez, c'est vous qui avez dit. Mais permettez quand même que je prêche pour ma oui, vous avez dit que lui a les qualités requises. Oui, je parle, ça veut dire qu'il y en a parle de celui qui ne peut pas justifier de ses qualités. Je parle de celui que je connais. Oui. Je ne peux pas connaître les autres plus que mon candidat. Oui. Et mon candidat, je le connais. Je connais son profil. Je connais sa façon de penser. Je connais ses idées. Je connais la façon dont il apprécie servir
D'accord. C'est pour ça que je parle de lui avec assurance. Vous aurez le temps de parler de votre candidat, que vous connaissez. C'est bien, on aura tout à l'heure les messages, les questions des téléspectateurs. Vous le connaissez, est-ce qu'eux, ils le connaissent? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir le connaître dans les délais? Maintenant, sur le débat de la pléthore des candidatures, on a également enregistré l'autre versant du débat qui indique qu'il faut aller chercher ailleurs, peut-être, le nombre de partis politiques qu'on a au Cameroun. On a plus de 300 aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas beaucoup trop facile de créer les partis politiques et conséquemment d'avoir des gens qui pensent que je peux me lever un matin et je deviens président de la République? Pourquoi vous voulez seulement regarder au niveau des partis politiques? Et il y a combien de télévisions au Cameroun? J'ai donné un versant. Restons sur les partis politiques. Non. Vous pouvez parler de télévision, mais si on escamote. Moi, je pose une question. Quand on regarde les tabloïds, la presse écrite, il y a combien de journaux au Cameroun? Il y a combien de radios dans tout le Cameroun? Il y a combien d'associations dans tout le Cameroun? Pourquoi on veut faire une On est sur les partis politiques, le président. Non, je ne n'allons pas dans tous les sens. Il faut qu'on regarde la société camerounaise de manière... Commençons par les partis politiques. Est-ce que ce n'est pas beaucoup trop facile de créer les partis politiques qu'on arrivera à ce que vous voulez évoquer? Le problème, c'est quoi? On peut créer facilement des partis politiques, mais on peut mettre des critères. Des critères dans l'existence, dans le fonctionnement des partis politiques. Par exemple, un parti politique qui fait 10 ans, par exemple, sans participer à une élection, il y a des raisons de radier ce parti, de le dissoudre. Mais on a l'impression que ceux qui sont au pouvoir, ils ont plutôt une façon de tromper les Camerounais en faisant créer des faux partis politiques. C'est eux qui sont au pouvoir, qui suscitent la naissance de ces partis politiques. La preuve, en ce moment, on sait bien que pour créer un parti politique, il faut déposer le dossier. Ça fait 15 jours dans les services du gouverneur et puis c'est transmis au MINAT. Mais on a des partis politiques qui sont légalisés en 2 heures de temps au Cameroun, en ce moment. Et ça pose un problème. Donc ce n'est pas nous, les acteurs politiques sérieux, qui sommes le problème. Le problème, c'est que le pouvoir s'arrange à embrouiller les Camerounais. Lorsqu'on dit qu'il faut faire une candidature consensuelle, le même pouvoir peut financer des candidatures en cachette pour faire croire à l'opinion que, vous voyez, les opposants ne parviennent pas à s'entendre. Comment est-ce qu'on peut faire une candidature consensuelle dans ce contexte lorsqu'on a des gens qui ne sont pas sérieux et lorsqu'on a des gens en face qui vont donner des millions, des centaines de millions par derrière? On est dans ce peuple-là qui est très sensible aux millions, qui se laisse infantiliser, c'est ça? Ce n'est pas une question de peuple. Parce que si tout le peuple camerounais voyait des millions, les gens auraient une bonne vie. Les gens pourraient partir à l'hôpital, envoyer leurs enfants tranquillement à l'école, résoudre leurs problèmes. Un pays là où tout le monde est millionnaire. Non, sauf que chez nous ici, c'est 1% de la population qui voit. Ce n'est même pas 1%. Quand je dis 1%, j'ai exagéré. C'est 0,4% qui voient ce qui ont déjà vu ce qu'on appelle le million. Le reste tire le diable par la queue. Le reste, c'est la souffrance. Le reste, c'est la souffrance et la misère. Mais regardez notre pays. Qui est en chantier partout, on construit partout des immeubles, des buildings assez considérables. Posez-vous dans la circulation, vous avez quand même ce qui roule au Cameroun, c'est pas... Non mais écoutez, au Cameroun, c'est combien de Camerounais? Aujourd'hui, on est à plus de 30 millions de Camerounais. Vous êtes sûr qu'il y a 2 millions de Camerounais qui ont des véhicules? Pas du tout. Ne vous regardez pas que vous avez vu des gens dans l'embouteillage. Il y a même des gens dans cet embouteillage, il y a plusieurs voitures Yango qui appartiennent aux mêmes personnes, qui sont aux affaires, au gouvernement, qui occupent les postes de DG, des directeurs, et même les taxis. Vous vous souvenez qu'il y avait quand même un maire à Douala qui avait plus de 300 taxis. Alors donc, quand vous allez voir quelqu'un dans le taxi, vous allez croire que c'est lui qui a acheté ça. Alors qu'il conduit ce taxi. La qualité des véhicules, hein. Oui, je vous dis donc que le peuple camerounais est dans la misère. Oui. Il est dans la misère parce que il y a un petit groupe qui a pris en otage le pays, qui se sucre et qui estime que les millions doivent rester entre eux. Or, la logique dans laquelle nous sommes,
La vision pour laquelle nous nous sommes engagés en politique, c'est de mettre en place un pays qui a une croissance économique et dont les fruits sont redistribués de manière équitable à toute la population. Parce qu'il y a des possibilités. Si on instaure dans ce pays la justice sociale, chacun à son niveau va sentir les fruits de la croissance. Parce que c'est quand même aberrant qu'on vous dise tous les jours que il y a eu, le Cameroun a contracté des prêts, il y a eu tant nombre de milliards, mais que dans un village comme chez moi à Monatélé, des gens manquent 500 francs pour acheter un litre de pétrole. Que des gens manquent le bifaga. C'est un problème. Qu'on arrive à Bokito et qu'on ne trouve pas de route. Que vous arrivez à Bokito par exemple, vous trouvez un tas de plancton à ce niveau et qu'on vous vend à 5000. Mais achetez-le, quand vous allez l'acheter, vous faites comment pour arriver à Yaoundé avec ce tas de plancton? Vous voyez à quel niveau on nous a réduit? Parce qu'il n'y a pas de route. Parce qu'il y a l'argent, mais on oriente ça ailleurs. D'accord. Il y a l'argent, on oriente ça sur le train de vie de quelques individus. Et c'est un problème, c'est un problème. Et là, il s'agit de la méchanceté. Et c'est cette méchanceté que notre candidat doit mettre interne. Alors, sur la dernière préoccupation, avant de prendre la première série de messages, demain, c'est donc jour de présentation de la liste provisoire. Le ministre de l'administration territoriale vient de commettre un communiqué dans lequel il attire l'attention des uns des autres sur les risques de débordement et qu'il voudrait que ça se passe dans de très bonnes conditions, parce qu'on a quand même lu sur les réseaux sociaux des appels pratiquement à l'insurrection, au débordement, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que les Camerounais arrivent à imaginer qu'on puisse vivre des tensions autour d'une affaire aussi démocratiquement simple? Bon, la première chose, je crois, nous, au niveau du FDC, nous sommes un parti républicain. Oui. Un parti qui respecte les institutions, les lois de la République. Et nous comptons rester dans ce cadre. Et puis, si on est dans une élection, je ne vois pas pourquoi l'intérêt d'appeler à l'insurrection, l'intérêt d'aller dans des enveloppes fermées. Pour le moment, on a rejeté la candidature de personne. Donc je ne vois pas pourquoi certaines personnes commencent à appeler à l'insurrection. Et puis aussi, je pense que le MINAT a une manière de communiquer qui n'est pas aussi bien cadrée. Donc autant nous condamnons les appels à l'insurrection, autant on estime que le MINAT doit avoir un ton un peu apaisé, avoir un peu de retenue, attendre que les choses se passent avant peut-être d'agir. Mais nous sommes convaincus que les choses vont bien se passer demain, surtout que nous avons le cœur net que notre candidat fera partie des candidats dont les dossiers ont été acceptés. Dans le même communiqué, il signale également que le dispositif digital du MINAT a été victime de piratage, de hackers qui ont introduit des noms qui ne devaient pas se retrouver au niveau de la gestion des partis politiques. On ne vous demande pas forcément de commenter cela, mais c'est pour rester dans cette actualité-là. Alors, ce qui est fait jusqu'à présent du côté de Elections Cameroun, il y a eu cette polémique sur la publication ou pas de la liste nationale. On n'a pas beaucoup entendu le FDC là-dessus. C'est un sujet sans intérêt. C'est un sujet, je veux même dire d'ailleurs, inutile. C'est un sujet inutile et inopportun. Parce que, voyez-vous, lorsque vous lisez le code électoral, on vous dit que la liste est communale. Et il y a 360 communes. Cela signifie qu'il y a 360 commissions mixtes. Donc quand un parti politique est sérieux et qu'il est dans une vraie logique de conquête du pouvoir, le préalable, c'est d'avoir les représentants dans les 360 commissions mixtes. À partir de ces commissions, le parti politique en question a tous les détails. Parce que le problème n'est pas seulement la publication de la liste. Oui. Le problème, c'est que, et ce que les gens ne savent pas, c'est que les élections commencent à partir du 15 décembre de chaque année. Parce que le 15 décembre, c'est le délai qui est prévu dans le code électoral, article 58,
alinéa 3 du code électoral, que chaque parti politique doit envoyer son représentant dans la commission mixte. Et quand les inscriptions commencent à partir du 1er janvier, bon, disons le 2 janvier, oui, il y a un travail de fond qui est fait. Parce qu'au niveau des DECAM, ça fonctionne en commission. Et les inscriptions se font en commission. Et parfois donc, lorsque cette commission siège, il y a un travail important qui se fait là-dedans. Il y a par exemple un travail de toilettage qui est fait. Parce que si vous n'avez pas de représentants dans ces commissions, vous n'avez pas les statistiques. Et un parti politique sérieux ne peut pas aller aux élections s'il n'a pas les statistiques. Dans chaque commune, vous devez savoir qu'il y a tant nombre de jeunes qui sont inscrits sur les listes électorales. Il y a tant nombre de personnes vivant avec un handicap, tant nombre de femmes, tant nombre d'hommes de tel âge à tel âge. Alors, donc il y a des gens qui font dans ce qu'on appelle la tricherie. Parce que ce qu'on demande à ceux qui bavardent là, que la liste nationale a fait ceci, allez leur poser la question, est-ce que vous avez les membres dans les 360 communes d'arrondissement? La même chose que les gens vont vous dire, on a truqué les élections. Bon, bientôt on aura on aura pratiquement 32 000 bureaux de vote. Certains n'auront même pas 2000 représentants dans les bureaux de vote. Et ils vont vous dire qu'ils ont gagné les élections. Ils vont vous dire que les élections ont été truquées. Comment vous faites? Mais parfois, vous savez, j'ai parfois l'habitude de dire qu'il y a des gens qui font dans le vaudou politique dans ce pays. Parce qu'ils manquent de sérieux. Et comme et ils manipulent l'opinion. La liste nationale, c'est quoi? Mais dans chaque commune, on publie une liste provisoire. Chacun peut regarder, est-ce que mon nom a été bien écrit? S'il y a des rectifications, on le fait. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est que des partis politiques font l'effort d'être absents dans les commissions mixtes de révision. C'est parce que beaucoup ne savent pas que l'élection, c'est là où l'essentiel. Ce n'est pas ELECAM seul qui procède aux inscriptions. Il y a une commission qui admet tous les partis qui le veulent. Le problème au Cameroun, c'est que beaucoup de partis politiques, c'est des paresseux. C'est des paresseux et ils veulent donc cacher leurs faiblesses en critiquant ELECAM, en critiquant le MINAT. On vous leur demande, est-ce que vous-même vous faites ce que vous devez faire? C'est qu'un parti politique sérieux est censé faire, ce qu'il doit avoir ses représentants dans ces différentes commissions. Parce que, je vous dis, M. Jean-Jacques, l'élection commence dans ces commissions. Et c'est là où l'élection se gagne. Quand vous n'avez pas de représentants là, vous n'aurez pas les statistiques. Quand on dit que les gens, les décédés sont morts, et qu'il faut faire le toilettage, vous croyez que ELECAM va faire comment pour savoir que tel est mort dans un quartier? C'est le représentant qui peut signaler que dans tel village, il y a tel qui est décédé, il faut retirer son nom. Et parfois, le RDPC lui peut savoir que il y a tel qui est mort, tel est mort, tel est mort. Comme la personne avait l'habitude de voter pour le RDPC. Le RDPC n'a pas intérêt à dénoncer cette personne. Alors il reste tranquille, puisqu'ils savent là où sa carte d'électeur se trouve. Le jour du vote, ils font voter la personne là, même s'il est au-delà, il vient voter. Oh, c'est au parti politique de faire ce travail. Dans le débat sur la publication de la liste nationale, la radiation, c'est le prendre ce débat-là par le mauvais bout. Je dis très bien que c'est un débat de paresseux. C'est un débat des gens qui ne veulent pas travailler. Parce que c'est un faux débat. Quand on a 360 représentants dans les 360 commissions mixtes, on n'a pas ce genre de problème. Lorsque vous allez venir au siège du FDC, partout le FDC a des ambitions pour présenter des candidats. Nous avons des représentants qui assistent dans ces commissions. Et chaque 3 mois, nous avons un rapport. Et dans ce rapport, il y a des recommandations. Dans ce rapport, il y a des constats. On vous dit qu'il y a eu tant nombre de personnes qui sont inscrites. Il y a eu tel problème. Et il y a eu tel nombre de radiations que tel est décédé, tel s'est déplacé. Mais lorsque vous n'avez pas de représentants dans cette commission-là, vous allez faire comment pour savoir tout ça? Et c'est pour cette raison que beaucoup de partis politiques, surtout de l'opposition, perdent les élections locales. Parce qu'ils n'ont pas de statistiques. Ils arrivent par exemple dans une commune qui a 52 quartiers. Ils décident de faire une liste aux élections. Et sur 52 quartiers, il fait une liste dans laquelle
on retrouve seulement les gens qui sont dans 7 quartiers. Il a oublié tous les autres quartiers. Vous croyez qu'avec une telle liste, vous pouvez gagner les élections? Vous êtes dans un arrondissement. C'est la maîtrise du terrain, là. Vous êtes dans un arrondissement où il y a peut-être 8 clans. Et vous venez faire votre liste. Vous intégrez seulement 3 clans. Vous avez fait une liste exclusive. Et vous voulez que les gens se reconnaissent dans votre liste comment? Parce que vous ne connaissez pas les statistiques. Vous ne savez pas combien de personnes sont inscrites dans tel quartier. Combien de personnes sont inscrites dans tel village. Or, quand on veut faire une liste aux élections, on tient compte de ces détails. Voilà les vraies choses sur lesquelles les partis politiques doivent travailler. Ils ne le font pas. Ils font des faux débats, liste nationale, liste nationale. Ça, c'est, je dis bien que c'est le débat des paresseux. Le débat est, qui cache leurs faiblesses sur des fausses histoires. Et moi, je dis que c'est un débat du quartier. D'accord. On vient de franchir la première demi-heure de nos échanges. On prend les premières questions également de nos téléspectateurs. Salut, c'est de la part de Bassina Beto depuis Ngok-Bassok. Je crois qu'on a pris le message par la fin. Est-ce qu'on peut avoir le début? Bonsoir. Est-ce que ces membres dont il parle sont accueillis dans les localités du centre, sud, est où le RDPC est implanté? Ne sont-ils pas bastonnés et chassés? Symphorien Bidima, est-ce qu'il a appris qu'on a bastonné quelqu'un quelque part? Il n'a pas... C'est donc ça le problème des Camerounais. C'est qu'ils n'ont pas parfois l'information. Il faut lui rappeler que chaque décembre, et les campagnes font parfois la peine d'écrire à un parti politique qui est présent, que envoyez votre représentant. Lorsque vous l'avez envoyé, le chef de l'agence départementale constate. Mais le problème donc avec les partis politiques, c'est que lorsqu'ils envoient des représentants dans ces commissions, ils commencent à demander à l'ECAM de payer plutôt les membres de ces commissions. Or, la loi est claire que lorsqu'on a les fonctions de membres de ces commissions, elles sont gratuites. Ils disent que les partis politiques disent qu'on n'envoie pas les représentants parce que ça coûte cher. Parce qu'on n'a pas l'argent. Mais vous voulez gagner des élections. Vous voulez le pouvoir. Et vous ne parvenez pas à envoyer des représentants comment? Nous, au niveau du FDC, je vous dis, partout nous avons des intérêts. Parce que nous travaillons beaucoup pour préparer les municipales et les législatives. Oui. Nous avons des représentants. Et nous avons leurs rapports. Nous avons les procès-verbaux. Et quand ces procès-verbaux arrivent dans notre siège, on les étudie pour connaître les statistiques. Parce que les élections, si vous n'avez pas les statistiques, ça ne sert à rien. Mais comme on a au Cameroun, des gens qui font dans le vaudou. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un, lundi, il est à la télé, mardi, il est à la radio, mercredi, il est à la télé, jeudi, il est à la télé, vendredi, il est sur Facebook, samedi, il est sur TikTok. Il y a un dé dans son village, il ne parle même pas. Il vous dit qu'il est un grand politicien. Il dit qu'il veut aller gagner les élections. Et quand il part aux élections, les gens disent qu'ils ne le connaissent pas là-bas. Il perd les élections, il vient vous dire à la télé qu'il est Kama truqué les élections. Mais je dis, il y a des sorciers. Alors, derrière la question de la question de l'hostilité. Il semble indiquer que dans ces régions-là, peut-être que les gens seraient hostiles aux représentants des partis de l'opposition. C'est faux. Est-ce que moi je suis président du FDC? Je suis conseiller municipal à la commune de Monatélé, chef de la Léki. Bon, je fais les élections depuis 2013 dans cette commune. N'est-ce pas, je suis vivant. Hein? On m'avait dit en 2013 que petit, tu viens avec les caciques dans la Léki et tout. Moi voici, non? D'accord. Mais je suis un exemple. Donc, le problème encore, c'est quoi? Il y a des gens qui sont paresseux. Il y a des gens qui sont des peureux. Et dans leur peur, donc, ils trouvent des faux arguments pour dire que non, on menace les gens, on fait quoi. Déjà, même il faut savoir que dans la lutte quand on va à la conquête du pouvoir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas le voix bébé comme on l'entend ici. Ce n'est pas le voix bébé. Et je dis d'ailleurs que l'expression voix bébé, elle vient de moi. Oui. Lorsque j'ai fait une conférence de presse pour expliquer comment est-ce qu'on doit être candidat à une élection. Parce qu'une élection n'est pas un voix bébé. Et la plupart des politiciens au Cameroun se sont contentés à croire que les élections, c'est un voix bébé, où on s'arrête au supermarché, on achète les couches, on achète de l'eau, on part donner, et on croit qu'on a tout fait. Et on ne sait pas que
les 9 mois que la dame a porté l'enfant étaient très pénibles. Et on est content. Et on peut même aller bavarder au quartier, on dit qu'on a tout fait. Donc, vraiment, il faut qu'on soit sérieux. D'accord. Quand on veut construire un pays, quand on demande des choses à certaines personnes, il faut qu'on se rassure qu'il y a des préalables que nous-mêmes on fait. Donc, moi, je milite. Et c'est un plaidoyer que je fais. Et chaque fois que je me retrouve dans les réunions avec certains aînés qui sont présidents de partis politiques, j'ai un discours qui est différent. Vous vous retrouvez dans une réunion avec le système des Nations Unies. Mais vous voyez des présidents de partis politiques qui se lèvent, il faut dire non, il faut financer ceci, il faut financer cela. Mais je dis, mais vous ne voyez pas que c'est un problème d'ingérence que vous posez là? Après tout le monde même qui ouvre les portes. Qui ouvre les portes. Vous vous engagez en politique, pourquoi? S'il y a des petits sacrifices que vous ne pouvez pas faire, est-ce que les gens savent les sacrifices que nous autres on fait dans l'engagement politique? Moi, je n'ai jamais fait un concours. J'ai eu des possibilités de travailler qu'on me dit, bon, ta politique, la laisse ça. Voici un travail. Il vient, tu restes tranquille. J'ai dit, ok, je vais venir signer le contrat demain. Et puis, j'étais mes téléphones. Je disparais d'abord. Pourtant, il y a des gens qui disent que vous êtes très bien entretenu par un ministre originaire à Léquier. Écoutez, les gens sont, premièrement, les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. Oui. Je vous dis simplement que moi, je suis un chef d'entreprise. Vous comprenez? Je fais dans mes affaires. Et si mes affaires marchent bien, je ne dois pas déranger quelqu'un. Et de deux, je suis un citoyen camerounais. J'ai le droit d'entrer aussi dans les ministères. Donc c'est parce qu'on est président d'un parti politique qu'on doit fuir, on ne doit plus entrer dans les institutions. Que si j'ai mon document à signer, je reste à la maison, je fuis que non, comme je suis opposant, je ne peux pas dans tel ministère. Vous êtes donc un opposant très proche, oui. Des hautes personnalités du RDPC dans votre département. Mais écoutez, je suis de la Léquier. Oui. Et quel est l'intérêt pour moi d'être ennemi avec tout le monde? On est des adversaires politiques, mais on n'est pas des ennemis. Et puis, pour vous rassurer d'une chose, vous avez vu au palais, n'est-ce pas, on reçoit les partis politiques. Vous avez vu le FDC. Le FDC, est-ce que le FDC est un parti allié? Vous avez vu le FDC là-bas? Donc vraiment, quand les gens racontent des choses... Dès que vous choisissez une autre voie. Quand les gens racontent des choses, il faut bien qu'ils s'interrogent sur les profils des gens. D'accord. Je suis engagé en politique depuis déjà avant d'avoir 20 ans. Et qui se pose la question, pourquoi à Tangana n'est pas ancré à l'ENAM? Pourtant, j'en ai eu des possibilités. Pourquoi à Tangana n'est pas ancré à telle chose? Parce que j'en ai eu des possibilités. Alors, elle a demandé, est-ce que moi, à Tangana, avec j'ai gagné un marché public, comme ils aiment les 4-9 là, est-ce que moi, qu'ils aillent vérifier? Donc, quand les gens parlent de la vie des gens, ils veulent saboter. On va y arriver. Bonsoir, ça le ne panel. dérange pas. Merci pour cette tranche d'émission. À vous la parole. Bon orateur, Monsieur le Président. Comment comptez-vous contourner le problème des forces occultes qui, d'après un commissaire en exil, ont pris en otage la gouvernance camerounaise? Étienne de Douala, on ne comprend pas beaucoup les questions des forces obscures. Jean-Jacques Demain, demandez à votre invité de nous démontrer comment un mort dont le nom figure sur la liste est une voix qui profite au RDPC. Il parle du vaudou. N'est-il pas également un acteur du vaudou? Il n'a pas compris cette affaire de qu'il est possible qu'un mort vote. Mais est-ce que c'est faux? Moi, ma mère avait eu à voter. Ma mère qui décidait. Ah bon? Elle avait eu à voter. C'est simplement que c'est pour interpeller les responsables des partis politiques. Si nous, aujourd'hui, on est représentés à la commune de Monatélé, c'est parce qu'il y a un travail préalable que nous avons fait. Et ce travail préalable, il doit être fait par les autres. Les autres ne doivent pas se limiter à être des acteurs médiatiques. Parce qu'un homme politique, oui, il va dans les médias. Mais les gens me posent la question, mais Denis Atangana, pourquoi depuis on ne vous voit plus dans les médias? C'est pas facile de vous avoir, hein, ça je peux parce témoigner. Parce que, 1, je m'occupe de mon entreprise. 2, j'ai mes champs. 3, les week-ends, s'il y a quelqu'un qui a une fête, s'il y a quelqu'un qui est endeuillé, un événement malheureux, je ne peux pas l'assister. Parce que c'est là où il y a la politique de proximité. Est-ce que vous êtes sûr que quand je vais passer chaque jour à la radio, à Yaoundé, vous êtes sûr qu'à Monatélé sur la radio là? Mais c'est quand je vais en week-end dans tel village que je peux discuter avec les gens, les comprendre, écouter leurs conseils, comprendre leurs problèmes. Donc, nous autres, on a une autre manière de faire la politique. Donc, comme les gens sont dans l'esbouf, dans le vaudou, ils veulent que nous tous on s'aligne. On ne peut pas s'aligner
de la même manière. Dites à ce monsieur que les élections communales ont pour circonscription la commune, les législatives et sénatoriales au département, les élections régionales la région et l'élection présidentielle, les élections présidentielles ont pour une circonscription unique le territoire national tout entier et non la commune, ni le département, encore moins la région. D'où l'importance capitale de cette liste nationale pour la circonscription unique dédiée à l'élection présidentielle. Il revient sur cette question. Il a dit avoir publié la liste nationale sur son site. On dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est dans une clé qu'on remettait à chaque candidat. Et là-bas, le problème de la publication de la liste nationale n'a pas prospéré comme ici. Mais écoutez, il faut dire au monsieur qui parle, parce que je vois dans lequel parti il appartient, c'est pas grave, mais il faut lui dire que moi je suis un expert des questions électorales. Et que même je fais des consultations. Oui. On me paye l'argent sur ça pour former sur les élections. Et que quand je parle des élections, on m'écoute. Donc ce qu'il dit là, on appelle ça la paresse. Je dis très bien que un parti politique qui veut avoir le fichier des 360 communes n'a qu'à avoir ces 360 représentants. C'est aussi simple que ça. Mais comment quelqu'un qui veut le pouvoir, veut gagner les élections présidentielles, ne parvient pas à avoir ne serait-ce que 360 représentants? Comment va-t-il faire pour avoir alors 32 000 représentants dans les bureaux de vote? Il y a quand même un problème, M. Jean-Jacques Zé. Et c'est pour ça que je dis que là, on est dans le vaudou politique. Les gens cachent leurs faiblesses, leur paresse et tout ce qui va avec sur des fausses critiques. Bon, la liste nationale, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner quoi? Moi, je ne comprends pas. Quand les gens se font des fausses fixations. Et puis, il faut aussi attirer l'attention des uns des autres. Il y a des débats inutiles, des débats contre-productifs. Oui. Il y a des débats qui sont opportuns. Quand des gens qui se disent opposants se mettent à dire à la télé que le code électoral est mauvais tous les jours, la liste nationale, elle est quand même mauvaise. La liste nationale a fait ceci. Est-ce que c'est une manière d'encourager les gens à s'inscrire sur la liste électorale? Donc il y a une opposition qui est, je ne sais pas si c'est l'opposition que le RDPC a fabriquée. Qui marque contre son camp. Que le RDPC a fabriqué, qui passe le temps à travailler contre elle-même. Parce qu'il y a des messages qu'on n'a pas besoin de passer. Il y a des discours qu'on n'a pas besoin de passer parce que ça nous dessert. Parmi ces discours-là, il y a celui de la coalition obligatoire. Si vous n'êtes pas ensemble, bien n'allez pas à l'élection, vous allez la perdre si vous y allez. Mais comment on va faire pour être ensemble lorsque les gens du pouvoir financent les candidatures des gens? On fait comment? On fait comment? Comment on va faire pour être ensemble? Vous n'identifiez pas ceux qui sont sérieux, entre guillemets. Comment on va faire pour être ensemble? Lorsqu'il y a des personnes qui pensent que si ce n'est pas lui, il n'y a rien. Que tout c'est moi là. Que si ce n'est pas moi, il n'y a rien. Moi, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que au FDC, non seulement on avait l'investiture, mais on avait la possibilité de présenter un candidat. Moi-même, je pouvais me présenter comme candidat, puisque j'ai l'âge de me présenter. Mais on a estimé que si le Cameroun peut changer, ça peut venir, pas forcément d'un militant du FDC. Ça peut venir d'ailleurs. Et c'est pour cette raison que nous avons investi mon frère et ami Iran. Donc, les gens sont égoïstes dans notre pays. On vous a, et cet égoïsme, on vous a pas cité dans les différents groupes qui se formaient, ATP, APC, groupe de Douala, ainsi de suite. On a eu l'impression que dès le départ, vous n'étiez pas partant pour une éventuelle mutualisation des forces de l'opposition. Non. On fait la mutualisation avec des gens qui sont sérieux. On fait la mutualisation avec des gens qui ont des vrais objectifs. Quand on me demande d'aller m'asseoir dans une salle pour qu'on parle de liste électorale nationale, alors que je trouve que c'est un débat inutile et inopportun, quel est l'intérêt d'aller m'asseoir là-bas? Par contre, il y a eu des initiatives dans lesquelles nous avons participé. Mais je vous dis en toute vérité que nous avons une opposition classique. Les opposants, je peux dire que les opposants du président Paul Biya, qui ont le même logiciel,
Le logiciel qu'ils ont depuis les années 90 n'a jamais changé. Et ils ne comprennent pas que le pays change. Vous voyez un peu. Donc ils ont les... C'est-à-dire, vous le rencontrez à 6 heures. Ils vous tiennent le même discours. Vous revenez à 12 heures sur le même discours. Vous revenez à 22 heures. Il oublie qu'il vous a tenu le même discours le matin. Parce que le disque est rayé. C'est comme ça. Donc comme eux ils voient, c'est comme ça. Alors, donc, quand nous on arrive, on leur dit non. Vous faites ça là, depuis 30 ans. C'est la même chose que vous faites, mais ça ne marche pas. Voilà comment est-ce qu'on peut faire. Mais les gens ne sont pas d'accord. Comment vous voulez que dans ce genre d'esprit, qu'il y ait un consensus? Mais les Camerounais, même ailleurs, ne pensent pas que pour que le pays change, il faut forcément un agrégat d'individus qui vous disent que je suis président de ceci, président de cela. Et l'une des raisons pour lesquelles aussi, nous on a parfois refusé d'assister à certaines initiatives, c'est parce que vous vous retrouvez dans une salle avec un monsieur qui vous dit qu'il est président de parti politique depuis 30 ans. Son parti n'est jamais allé à une élection. Quand bien son parti est allé à une élection, il n'a jamais rien fait. Et vous vous asseyez là, il commence à vous dire qu'il vous donne les leçons de la politique. Il commence à vous dire que vous devez être derrière lui. Vous pensez que ça marche, ça donne? Alors, est-ce que vous considérez que l'opposition en 2025 s'est enrichie, notamment dans le cadre de cette présidentielle, avec l'arrivée de Bello Maïgari ou de Issa Chiroma Bakari? C'est une donne de plus, c'est une plus-value dans le cadre du combat pour le changement? C'est vrai que j'aurais souhaité davantage parler de mon candidat. On entre dans les deux prochaines minutes. Oui, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce soit moi, que ce soit Emmanuel Iran, vous comprenez, on a une caractéristique. C'est que nous, on n'est pas entré en politique, on avait l'argent. On est entré en politique étant tout petit. On n'avait pas de compte bancaire. On n'est pas comme les gens. Ils sont entrés en politique après avoir bien travaillé, après avoir gagné leur vie, après avoir avec des comptes bancaires bien fournis, après avoir pris la retraite, et subitement, ils se découvrent comme acteurs du changement. Vraiment, je ne veux pas parler de certaines choses, mais je crois qu'il faut être prudent. Et il faut maintenant orienter l'espoir sur la jeune génération. Parce que n'oublions pas que si ce pays a raté le train de la démocratie, c'était dans les années 90, et surtout en 92, où l'opposition a eu une majorité à l'Assemblée nationale. Et c'était avec le nom que vous évoquez là. Et qu'est-ce que ça a donné? Donc je crois que l'espoir... Vous êtes dans la méfiance. Je crois que l'espoir aujourd'hui, c'est qu'il faut penser à une transition générationnelle. Oui. On ne peut pas continuer à être dans un pays où on a pratiquement 78% de la population qui a moins de 35 ans. Et que des gens qui ont 70 ans en montant continuent à chercher le travail. Pendant que leurs enfants, leurs arrière-petits-fils sont en chômage et en retraite. Vraiment, il faut un peu de décence. Il faut un peu de décence et de savoir qu'à un moment donné, il faut se reposer et permettre aussi à la jeune génération de faire quelque chose. Moi, je suis gêné. Dans ce discours-là, vous éliminez beaucoup de personnes. Non, moi, je suis gêné. Oui. Nous, avec notre candidat, nous pensons que il faut effectivement une transition générationnelle et nous pensons qu'il y a une expertise que nos aînés ont, que nos pères ont. Cette expertise, elle peut nous être capitalisée. Vous les préférez comme des conseillers? Mais bien sûr, oui. Bien sûr, n'oubliez pas, M. Jean-Jacques, que certains qui vous disent encore qu'ils veulent changer le Cameroun, ils ont eu des postes à 28 ans. Oui. Pour la plupart. 28 ans, 30 ans. Ils ont eu le temps de démontrer ce qu'ils ont pu démontrer. Mais comment vous expliquez que des gens qui ont été aux affaires pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui viennent encore vous dire aujourd'hui que les jeunes doivent voter, qu'on doit leur faire confiance? Mais parfois c'est gênant. C'est gênant. Vous dites que c'est indécent. Même si c'est manque de garantie. C'est indécent. C'est indécent et c'est même méchant. Parce que vous ne pouvez pas avoir une jeune génération qui est là, des générations que vous avez sacrifiées. Je ne sais pas.
c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de vaudou dans ces pays, de vaudou. Et c'est pour cette raison que nous, depuis des années, nous militons, nous travaillons pour que les jeunes ouvrent les yeux, pour que les jeunes s'engagent en politique. Parce qu'il n'est pas normal, comme un pays où les jeunes sont majoritaires, que est-ce que vous savez que les 60 ans en montant dans ce pays représentent 3,74% de la population? C'est eux qui sont Est-ce que c'est les statistiques réelles? Mais c'est eux qui sont aux affaires. Mais c'est eux qui occupent tout, qui sont aux affaires. C'est eux qui sont dans tout. Pendant que leurs enfants, je vous dis, leurs enfants sont en retraite. C'est-à-dire, ils sortent de la maison, ils ne parviennent pas à bien marcher, ils disent qu'ils partent au travail. Ces petits-enfants sont assis là, qui ont des diplômes. Vous ne voyez pas qu'il y a... Dans ce discours-là... Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un peu de cruauté? Il y a un manque d'humanisme. Ben, je demande, qu'est-ce que ces enfants ont fait? Qu'est-ce que nous, on a fait pour ne pas mériter les mêmes chances que les autres ont eu? Des gens qui ont pu être ministres à 28 ans, 30 ans, 32 ans. Qu'est-ce que cette génération leur a fait? Et pour que quelqu'un qui a 70 ans, il vienne encore vous dire que faites-moi confiance, je vais changer le Cameroun, je vais changer. Comment? Vous croyez que c'est possible? Au FDC, pour cette raison que ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que nous pensons que cette élection, la jeunesse doit s'exprimer. Parce qu'on sait que vous avez été courtisé par les plus de 60 ans également, qui étaient à la recherche de l'investiture. Ça faisait partie des critères d'engagement chez vous. Vous regardiez le côté âge également, parce que finalement, vous avez un candidat de 37 ans. Mais écoutez, ce n'est pas l'argent qui fait tout. Oui. Parce que quand les gens... Donc, il y a eu des propositions. Comme vous avez dit que les gens disent qu'il y a des gens qui m'entretiennent, tout ça. C'est une... Je regarde ça avec beaucoup de dédain. Parce que les gens ne connaissent pas les gens. Parce qu'il se dit que quelqu'un du gouvernement vous a donné beaucoup d'argent pour que vous n'investissiez pas, par exemple, Maurice Kamto. Ça, c'est très faux. C'est très faux. Je n'ai reçu l'argent de personne. Le professeur Kamto et moi, on s'est vus, on a discuté. J'ai posé des conditions et on n'a pas pu s'entendre. Il n'y avait pas l'argent dans ces conditions. Bon, c'est les conditions. Et pour le respect du professeur, je n'ai pas besoin d'évoquer certaines choses ici. Parce que nous avons eu une discussion confidentielle et ces choses-là restent confidentielles. Donc vous auriez pu l'investir, il a plus de 70 ans. Écoutez, on a eu des échanges. Et puis je peux vous dire encore que, au-delà de lui, il y en a eu plusieurs. Et qui proposaient même plus de 100 millions. Mais on n'a pas fait ce choix-là. Parce que nous, on se voit comme un parti d'avenir, porté par la jeunesse du changement. Et on a préféré travailler avec un candidat avec qui il y a des éléments de convergence. Le premier élément de convergence... Entre le candidat Hiram Samuel Iyodi, la réalisation va présenter sa photo, il est bien jeune. Le premier point de convergence, c'était lequel? Le premier point de convergence, c'est que nous sommes nés la même année. On a le même âge. En 87. Non, on a le même âge. Oui. Première chose. Deuxième chose, on a pratiquement le même parcours scolaire et universitaire. On a pratiquement le même parcours dans l'engagement social et communautaire. Parce qu'il a fait des associations, comme moi, depuis le bas âge. Et quand on revient même sur le plan politique, il a presque le même engagement que moi, à moins de 20 ans. Donc, lui et moi, nous avons des parcours qui sont classables, qui sont vérifiables, qui sont visibles, qui sont convaincants. Donc, voilà des éléments qui ont d'abord joué. Et puis maintenant, en tant que parti, et puis sur le plan même professionnel, il est un chef d'entreprise. Il a un très bon profil. Est-ce que finalement, vous n'avez pas imposé? Est-ce que finalement, vous n'avez pas imposé votre choix? Il n'a pas. Il a fait de très bonnes études. Il aurait aussi pu être un très bon fonctionnaire dans ce pays. Tout comme moi, on ne l'a pas fait. On a choisi la voie de la création des richesses, la voie de la création des emplois. Et puis sur le plan politique, son projet est semblable au nôtre, qui vise à réduire le train de vie de l'État, qui vise
à créer les infrastructures et les conditions pour un développement local. Donc, il y a tous ces points-là qui ont convergé et nous avons estimé que, étant d'une même génération, on peut faire des choses ensemble. Et je peux vous rassurer que la campagne n'a pas encore commencé, mais vous verrez cette campagne que nous allons mener et il y a de fortes chances que, au soir du 12 octobre, que vous soyez à notre QG pour célébrer avec nous la victoire. Est-ce qu'il justifie de la résidence, par exemple, au Cameroun? Mais bien sûr, il habite Douala depuis des années. Il a fait des études, certes, en Europe, au Canada, mais après avoir Au Canada, il semble avoir milité pour le RDPC. Et écoutez, il avait quel âge? Mais il a milité quand même pour le RDPC. Vous savez ce qu'on appelle le changement? Le changement, c'est d'avoir été quelque part et d'avoir compris qu'il n'y a rien ici. Et on change, on quitte. Bon, il n'a pas attendu 30 ans, tant mieux. Non. Et, vous voyez, il quitte. Et c'est pour ça que je vous dis c'est bien d'avoir un parcours. Parce que son parcours est classable. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé d'abord à faire leurs écoles. Ils ont eu des diplômes. Ils ont eu parfois le doctorat plus 15. Ils ont fini de travailler. Ils sont allés en retraite. C'est quand ils vont en retraite qu'ils viennent vous dire qu'ils sont devenus les messies, qui vont changer le pays. Donc, des parcours comme nous là, c'est des parcours qui méritent de l'admiration, du respect. Est-ce que vous vous êtes on a commencé aussitôt. Est-ce que vous n'avez pas compliqué la tâche? Vous venez avec un candidat qui devra d'abord être présenté parce que pour beaucoup, on ne le connaît pas du tout. Il faut aller chercher à gauche et à droite pour avoir quelques éléments d'information. Est-ce que ça ne va pas vous demander un double travail pendant la campagne électorale? Pas du tout, parce qu'il y a un travail qui se fait déjà. Et si vous suivez ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et même sur le terrain, je vous assure que il y a Dieu dedans, comme on dit au quartier. Il y a Dieu dedans. Et la campagne, c'est bientôt. La campagne, c'est bientôt. On est en train de préparer une élection présidentielle où il faut une assise quand même nationale. Il faut au moins un visage national. Non, c'est peut-être vous qui ne le connaissez pas. Parce que lorsque vous voyez son état de service, c'est quelqu'un qui a été dans la société civile, qui a travaillé beaucoup dans des mouvements de jeunesse, associatifs, communautaires. Il a même également, en 2018, il a battu campagne, il a travaillé dans l'équipe de campagne de Maître Akire Mouna. Il a même d'ailleurs travaillé en 2018 pour le professeur Maurice Kamto. Donc c'est pour ça qu'on estime que si certains aujourd'hui, demain, sont éliminés, ils n'ont qu'à s'allier derrière notre candidat. Parce qu'il a travaillé aussi pour eux. Donc ils n'ont qu'à s'allier derrière lui. Pourquoi est-ce qu'il faut dire qu'il faut l'insurrection, il faut ceci? Ils n'ont qu'à s'allier. C'est aussi simple que ça. C'est le retour de l'ascenseur. Donc, je suis convaincu que au soir du 12 octobre, vous viendrez ouvrir le champagne avec nous. Vous avez examiné pas moins de 30 possibilités et ce que vous sortez semble être une surprise quand même. Mais je vous ai dit que c'est notre candidat est connu. Et vous savez, ce n'est pas, nous ne faisons pas dans le bruit. Ça fait depuis, vous ne me voyez plus à la télé. Mais vous savez ce que je fais sur le terrain? C'est qu'au Cameroun, on a habitué les gens au vaudou. Hein? Des gens crichent. Que les gens vendent le vent. Au Cameroun, on cherche le populaire. Non, au Cameroun, au Cameroun les gens vendent le vent. Les gens viennent bavardent, alors qu'au fond, il n'y a rien. Donc, voilà un candidat. Allez bien regarder son profil. Vous questionnez sa page Facebook, ses activités. Tout ce qu'il fait depuis des années, que ce soit au niveau du Cameroun, que ce soit au niveau de la diaspora, en termes d'engagement sur le plan associatif de la société civile. Je vous dis, il a un parcours classable. Ce n'est pas qu'on fait le blablabla. C'est vérifiable. Il a été à ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Par contre, il y a certains qu'on voit à la télé tous les jours. Tous les jours. Quand on dit qu'ils ont les noms là, qui n'ont même pas un tiers de ce que lui il a déjà fait. Hein? De l'impact qu'il a déjà eu sur la vie des gens. Et c'est des candidats, c'est des profils comme ça qu'on veut dans ce pays. Alors pourquoi multiplier des jeunes candidats alors qu'il était possible
que les jeunes s'associent pour soutenir un autre jeune. Mais écoutez, c'est même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Vous ne voyez pas que les 70 ans en montant, ils ont aussi beaucoup de candidats. C'est une bonne nouvelle parce que c'est au concret même. Au concret, on doit se féliciter parce que on se dit aujourd'hui, les jeunes sont en train de comprendre qu'il faut s'engager en politique. Parce que c'est la politique qui fait tout dans un pays. Et si nous souffrons dans ce pays aujourd'hui, c'est à cause du désengagement des jeunes. Parce que dans tous les pays où ça marche, c'est parce que les jeunes sont engagés. Regardez le Sénégal, ça marche pourquoi? Regardez l'Afrique de l'Ouest, ça marche pourquoi? Parce que les jeunes sont regardants. Parce que les jeunes disent non, nous sommes majoritaires, c'est à nous de décider. Ils ne vont pas seulement chanter j'aime la bière du matin au soir. Nous ne pouvons pas. Je connais un parti politique dans lequel, chaque fois qu'il y a un meeting, et ça fait 30 ans, on dit là-bas jeunesse, il crie il est l'heure. Jeunesse, il crie il est l'heure. Et l'heure n'est jamais arrivé. Depuis 30 ans, ils disent qu'il est l'heure. Mais ça ne se comprend pas. En tout cas, il porte encore les chaises, installe les bâches. Et on va prendre une petite respiration de Emilie Atongana pour accueillir une jeune, talentueuse et brillante journaliste qui viendra, Nadège Yougen, nous proposer quelques questions d'internautes. On fait tourner la machine. Retour sur ce plateau avec notre invité Denis Emilia Atongana, président national du Front des démocrates camerounais, le FDC, qui a investi pour l'élection présidentielle Hiram Samuel Iyodi, un jeune candidat engagé. Bonsoir Jean-Jacques, prière de dire à M. Atongana que nous, la jeune génération, ne connaissions pas M. Hiram, mais là, en quelques heures, il nous a convaincus. Et au soir du 12 octobre, nous célébrerons avec lui. C'est Nadriel Brice Sima depuis Kribi, qui dit que maintenant vous les avez convaincus, ils savent désormais qui est ce candidat-là. Je n'arrive même pas à retenir le nom de ce candidat. Allez, on fait exprès de le maintenir à l'écran, le nom du candidat. Je ne sais pas s'il va gagner l'élection seulement à Monatélé, Guy de Bafan, qui semble... Alors, on vous a dit que déjà il réside à Douala. Le candidat, il ne réside pas à Monatélé, et puis il est connu pour des activités qui ont été évoquées par M. le Président tout à l'heure. Bonsoir à toi, J, et à ton invité. Voilà quelqu'un qui mérite le titre de président de parti. C'est quelqu'un de réfléchi, qui sait où il va et ce qu'il veut. Merci pour ces éclaircies, vos paroles édifiantes et remplies de sagesse. Vous êtes un leader averti, Gigi. Voilà le genre de personne qu'il faut côtoyer. Il est l'un des rares leaders qui mérite d'être pris au sérieux par cette jeunesse qui se perd à prendre pour parole d'évangile les intox et fake des réseaux sociaux. Merci d'avoir pu mettre la main sur lui. Très belle émission. Thierry Essengue depuis Oja, ici à Yaoundé. Nadège, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et merci pour l'accueil. Notre invité, Denis Emilia Atongana, président national du FDC, qui est conseiller municipal du côté de la commune de Monatélé dans la Liquier. Bonsoir Denis Emilia Atongana et bienvenue chez vous. Bonsoir, merci madame. Alors dans cette partie, vous allez tout simplement apprécier les questions proposées par les internautes. Je suis ouvert. D'accord. Quelle appréciation faites-vous du nombre de candidats en lice pour la présidentielle du 12 octobre de cette année? Bon, mais comme je l'ai déjà dit, c'est des gens qui sont inquiets, qui sont surpris de voir un pays sombrer, de se rendre compte qu'ils ont un président qui ne voit pas, un président qui ne visite aucun chantier,
qui ne fait pas de conseil ministériel, ils se disent qu'ils peuvent le faire. Et malgré qu'ils n'ont pas de moyens pour payer les cautions, ils se sont dit, on va quand même déposer les dossiers, parce que nous, on peut le faire. Donc c'est dans ce sens-là que moi je vois cette pléthore de candidatures. D'accord, avec la réaction, on va retirer le nom du candidat pour qu'on ne se perde pas. Notre invité, c'est Denis Miliaton. Alors, faites-vous confiance à Elekam? Mais écoutez, Elekam fait des efforts. Le problème, c'est que dans une élection, celui qui a la possibilité de tricher ne va pas s'empêcher de tricher. Parce que chacun veut gagner. Et quand on va à une élection, on doit se donner les moyens d'abord de faire une très bonne campagne. Ensuite, d'avoir des représentants dans les bureaux de vote. En ce moment, on a pratiquement 32 000 bureaux de vote. Je pense qu'on pourra même aller au-delà. Et nous, au niveau du FDC, et avec notre candidat, nous sommes en train de travailler à avoir 32 000 représentants dans les bureaux de vote. De telle sorte qu'au soir du 12 octobre, nous pourrons avoir des 32 000 PV qui vont nous permettre de centraliser les résultats et d'avoir les données, les statistiques, et puis d'être outillés s'il y a des contentieux à faire. Le problème avec Elekam au Cameroun, c'est que, je prends le cas en 2018, les candidats de l'opposition qui étaient sur pratiquement 18 000 bureaux de vote, aucun candidat n'a pu avoir 4 000 représentants dans les bureaux de vote. Alors, des gens sont donc incapables d'avoir des représentants dans les bureaux de vote, et le travail le plus facile pour eux, c'est venir accuser les camps. Et c'est là, nous, qui faisons la politique de manière sincère, nous rend le travail difficile. Parce que quelqu'un qui est à la maison, qui écoute que celui qui organise les élections n'est pas sérieux, pourquoi il va aller s'inscrire? Pourquoi il ira voter? Puisque vous lui dites que sa voix ne sert à rien. Bon, moi qui vous parle, je suis conseiller municipal, je suis élu dans le chef-lieu du département de la Léquier. Vous croyez qu'on m'a donné ça? Présenté comme un bastion imprenable du parti au pouvoir. Vous croyez que je dormais, on est venu me dire que voilà ça? Non. C'est parce qu'il y a eu un travail. Nous avons pris la peine d'abord de former nos représentants. Nous avons organisé 2 séminaires de formation pour nos représentants dans les bureaux de vote. Parce que parfois, on pouvait envoyer un représentant dans le bureau de vote. S'il n'est pas formé, on fraude devant lui et il est content. Parce qu'on lui assigne un rôle qui ne lui permet pas de savoir ce qui se passe dans le bureau de vote. Ou bien il peut arriver en retard avant qu'on ouvre le bureau de vote, alors que nos amis, ils ont dormi dans la salle, et ils ont mis l'urne là-bas en haut. Et au moment où lui veut sortir, il est là, il travaille depuis la matinée, il sort seulement pour aller se mettre à l'aise, quelqu'un monte, il prend l'urne qui est en haut, il descend, il dépose. On remplace. On remplace. D'accord. Il faut être formé. Il faut être formé. Et nous, on l'a fait. Non seulement on l'a fait, le jour du vote, on a eu des représentants dans tous les bureaux de vote. Celui qui était absent avant 7h30 était remplacé. Et ça nous a permis d'avoir tous nos procès-verbaux. De telle sorte que à 21h, j'avais déjà tous les résultats, tous les PV. Donc, pourquoi je vais accuser Elekam? Si toi-même tu n'es pas organisé. Si je ne suis pas organisé, si je ne suis pas sérieux. D'accord. Monsieur Atangana, il se dit que vous êtes très dynamique, très connu. Pourquoi vous n'êtes pas vous-même candidat? Parce que nous, au FDC, depuis 3 ans, nous avions eu à dire que les statuts de notre parti n'imposent pas que le président national soit le candidat à l'élection présidentielle comme dans les partis de certains. Et nous pensons que dans notre philosophie, ce n'est pas que tout doit passer par moi. Si ce n'est pas moi, rien. Comme certains pensent là, que tout doit passer par moi. Tout le monde doit venir s'aligner derrière moi. Non. On pense que ce pays, le changement peut venir de tout le monde, même de vous.
Et nous, on a laissé l'investiture ouverte. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir investi un candidat jeune, un candidat qui parle aux jeunes, un candidat que les jeunes écoutent aujourd'hui. Et je suis convaincu que à la soirée du 12 octobre, le nom de M. Yodi Iram Emmanuel fera date dans l'histoire politique de ce pays. D'accord. Que sont devenus vos amis de la FAC qui vous ont soutenu et accompagné? De la FAC? Qui vous ont soutenu et accompagné? Écoutez, moi j'ai 2012, lorsque j'ai conduit le mouvement de grève, qui m'a effectivement fallu une condamnation de 3 ans, en fait du moins 3 ans de sursis avec 1 an de prison. Mais je n'ai pas fait la prison, c'était 1 an. Au cas où je récidivais, je devais faire 1 an de prison. Oui. Oui. Beaucoup étaient à la DEC, mais je crois que certains sont allés hors du pays, d'autres sont là. Mais moi, je ne suis pas un homme qui est ingrat. Donc, ceux qui sont là et qu'on peut continuer à se battre ensemble, on se bat. Moi-même, j'aurais pu aller chercher l'exil, mais je ne l'ai pas fait. Moi, je suis ici parce que je crois que la solution, c'est d'être ici. Et que si on se bat de manière responsable, de manière douce et respectueuse, les choses peuvent changer. On n'a pas besoin d'être un opposant qui insulte, un opposant qui invective. Comme nous on le dit, nous sommes un parti républicain. Vous n'avez pas une meute sur les réseaux sociaux. Nous respectons les institutions, les lois de la République, mais ça ne nous empêche pas de dire que, comme on a fait, que la loi a prévu que le mandat d'un directeur général de société, c'est 3 ans, renouvelable 2 fois, ce qui fait 9 ans. Comment ça s'explique? Comment on peut expliquer qu'une seule personne se retrouve en train de faire 50 ans, un demi-siècle à la tête d'une société? Une seule personne fait 38 ans comme directeur général adjoint. Il y en a beaucoup, on peut citer leur nom. Alors qu'il y a une loi qui est là. Donc, il y a des problématiques que nous portons de manière républicaine. Parce que l'opposition ailleurs, c'est comme nous on fait. L'opposition dans les pays ailleurs, en Europe, là, aux États-Unis, ce n'est pas ce qu'on fait ici, là. Où quelqu'un pense que dès qu'il passe à la télé tous les jours, et dès qu'il arrive au quartier, les gens là, il dit qu'il est devenu un grand politicien. Alors, pour sortir, pour vous, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brice, doit-il continuer son travail? Mais écoutez, c'est un sujet. C'est une vraie porte de sortie. Vous savez, le football, c'était doit rassembler. Doit rassembler. Et en ce moment, je pense que mon avis personnel ne compte pas sur cette question. Ce que je crois, c'est que il faudrait que les Lions continuent à gagner les matchs. Et nous autres, nous prenons la paix dans l'équipe. Et d'ailleurs, j'avais fait une tribune pour appeler les acteurs du football à s'asseoir, à s'écouter et à comprendre que le pays n'avance pas. Rien ne marche au Cameroun, mais la seule chose qui nous reste quand même, c'est le football. Donc au moins ça qui ne détruise pas le football. Parce qu'on essaie de voir l'agriculture, c'est au sol. On essaie de voir l'économie, c'est les mots de tête. Donc au moins le football, ça nous calme un peu. Donc les gens se battent un peu pour se calmer. Mais je suis quand même convaincu que avec cette élection, si nous arrivons aux affaires, on va redonner aux Camerounais le goût d'être Camerounais. Parce que à tous les niveaux, y compris la valeur marchande du Camerounais a baissé partout. On ne nous respecte plus. Or, à l'époque, un Camerounais ailleurs était comme un Américain. Aujourd'hui, personne ne nous respecte plus. Pourtant, on est le continent. Bon. Merci Nadège d'être passé par ici. Rendez-vous vendredi prochain avec notre invité. Certainement le même plaisir. On prend une respiration et puis on retrouve pour la dernière ligne droite notre invité.
Retour sur le plateau avec quelques autres contributions de nos téléspectateurs. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé. Nous voulons un changement venant des électeurs du Cameroun dans la transparence et dans la paix. S'il vous plaît, laissez l'arrière-grand-père Biya aller se reposer au village. Voilà, votre message est passé. Je pense que c'est une question. Il ne connaît pas bien le nom de son candidat. Il ne fait que parler de Emmanuel. Son candidat est bien Samuel Hiram et non Emmanuel Hiram dans tous les cas. Bonsoir, le président est convaincant. On l'attend à 100 millimètres. C'est Mendoua Ze qui dit qu'on vous attend du côté de 100 millimètres, peut-être pendant la campagne électorale. Bonsoir, bonsoir, vieux frère, c'est Winok Atongana. J'aime bien ce que tu dis et ce que tu fais, mais j'aurais aimé que ce soit toi qui sois allé compétir, parce qu'en 2013, tu as fait fort. Atongana, vous avez fait fort en 2013. Il aurait souhaité que c'est vous qui compétissiez cette fois-ci et non d'investir un candidat. Tout le monde connaît l'histoire de 2013. Hein. On voulait que ce soit, il voulait que ce soit dans cette même trajectoire. Bonsoir, Président. Nous voulons bien élire un jeune, mais moi particulièrement, j'ai peur qu'une fois au pouvoir, qu'il cherche à y passer 50 ans. Or, à 70 ans, nous sommes sûrs que ce président n'y passera plus trop de temps. Guy de Bafang, il y a des équations qui sont de plus en plus avancées maintenant, que si on vous donne le pouvoir à 37 ans, vous allez vouloir mettre long. Alors que si on donne à un papy de 70 ans, il va dire que je prends juste un mandat, d'autres même proposer 3 ans de transition et partir. Oui, en fait, je voulais d'abord répondre à l'internaute qui estime que je connais pas le nom de mon candidat. Il se trompe. C'est une stratégie de communication et je voulais me rassurer. Donc, ils sont attentifs. Voilà, ils sont attentifs. D'accord. Maintenant, c'est celui qui dit qu'il ne peut pas voter un jeune parce qu'il va vouloir faire beaucoup d'années. Mais il faut lui dire qu'on juge le maçon au pied du mur. Est-ce qu'il a déjà été... Il n'a pas encore été élu pour le juger. Essayons-le d'abord. Et je crois que nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de choses à changer au pays, même au niveau de la Constitution. Et puis nous, on a une manière différente de voir les choses. Mais qu'on lui fasse d'abord confiance, qu'on le mette d'abord au pouvoir, et il y a un premier mandat. À partir du premier mandat, on va le juger. Mais comment on veut juger quelqu'un qui n'a même pas encore fait le pouvoir? Et c'est le problème que la jeunesse a dans ce pays. Parce que les parents, les 70 ans, ils cherchent le travail. Et ils ont même déjà une expérience terrible. Ils cherchent le travail. Le jeune qui est au chômage, quand il vient chercher le travail à un endroit, on lui demande son expérience professionnelle. 10-15 ans. 10-15 ans. Il aura eu cette expérience à la maison. Et comment? Alors que son grand-père, lui sort tous les matins pour chercher le travail. Pendant que lui, il est en retraite. Donc vraiment, essayons de faire confiance aussi à la jeunesse. Ceux qui sont aux affaires là, ils ont eu la chance d'avoir des promotions étant jeunes. D'abord, la majorité ont voyagé aux frais de l'État, ils ont eu des bourses. Et quand ils revenaient au pays, ils rentraient avec des décrets dans le sac. Et les voitures les attendaient à l'aéroport. Et depuis qu'ils sont entrés dans ces voitures, ils ne sont plus jamais sortis, les CA. Ils estiment qu'ils doivent caler dans ces CA. Mais non. D'accord. Il y a un temps pour toutes choses. On ne peut pas faire les enfants pour les garder en retraite. Merci à Info TV d'avoir déniché votre invité qui nous montre qu'il y a une vraie alternative. Son message passe à tout point de vue. Le candidat qu'il présente pour l'élection présidentielle convainc à partir de la seule image. Madame Nga Ngo qui dit que même l'image du candidat est déjà convaincante. Ça compte, hein, l'image du candidat aussi. Comptez-nous le nombre de meetings des partis autres que le RDPC dans les régions du centre, sud et est sans restriction, monsieur Atangana. N'en parlons pas des scrutateurs. Être politicien ne veut pas dire flagorneur. Et les autodidactes, que pensez-vous de monsieur le président? Il semble dire que c'est compliqué de tenir les meetings dans cette partie du pays lorsqu'on est dans l'opposition. Avec l'intervention du président, j'espère que vous comprenez maintenant le pourquoi de ma question. Nonagénaire, on pense encore être plus utile alors que les jeunes sont à la traîne. Plus grave, certains jeunes encouragent ces choix. Et est-ce de la sorcellerie? Pour l'interrogation. Est-ce l'influence des sectes
ou tout simplement une stratégie politique? Étienne de Douala qui est revenu pour mieux préciser sa question. Maintenant, bonsoir. Dans un pays dit démocratique, comment un candidat peut choisir qui mérite d'être son adversaire? Et les Camerounais reçoivent les candidatures, mais d'autres partis jugent que d'aucuns ne doivent pas concourir à ce poste. Nous prions que les organes en charge des élections au Cameroun fassent leur travail et que le gouvernement laisse les citoyens choisir librement leur président sans aucune intimidation. Toumba depuis Figuil qui envoie ce message. Bonsoir Jean-Jacques, très belle émission, et bonsoir Denis Emilia Tana. J'aimerais savoir quels sont les rapports avec le percutant Cabral Libi. Je rêve de voir tous ces jeunes réunis à la table de s'entendre pour renverser cette gérontocratie. Denis Emilia Tana, Cabral Libi, Matomba, Hiram et les autres, unissez-vous à Banda Salomon depuis Douala. Il parle de vos rapports avec Cabral par exemple. Il rêve de voir les jeunes dynamiques et percutants que vous êtes ensemble pour aller à la conquête du pouvoir. Écoutez, nous, au niveau de, que ce soit le FDC, que ce soit avec Hiram, nous pensons à une mutualisation des forces pour qu'on puisse faire quelque chose de plus sérieux ensemble. Mais sa condition, c'est ça qui tue donc les rassemblements. C'est ça qui tue des projets. On a déjà désigné qui est devant. devant. Il a déjà désigné qui est devant. Mais on doit s'asseoir, on voit ensemble qui on peut mettre devant sans que certains aient déjà certaines idées en tête. Donc il faut vraiment faire attention. Donc on est là, tout est possible. Le message est entendu, on va en discuter. Tout est possible, les portes restent ouvertes. Bien sûr. Il y a le plus difficile qui arrive de... Bien sûr, tout est possible. Et puis il faut aussi dire à nos amis que les coalitions, ce n'est pas seulement quand il y a l'élection présidentielle. Les coalitions peuvent se faire aux élections locales, aux élections législatives. Et c'est d'ailleurs même nous, en tant que parti politique, une condition que nous on a eu à poser pour participer à certains types de coalitions. On leur a dit oui, nous sommes favorables pour des coalitions, mais qui commencent aux élections législatives et municipales. Parce que si dans le pays, nous avons par exemple 50 partis politiques actifs, et donc chaque parti politique parvient à contrôler un département avec des mairies, on peut maintenant s'asseoir pour faire une coalition quand il y a une élection nationale. À partir de là, on sait ce que chacun représente. On sait les atouts et les faiblesses de chacun. Mais dans le contexte actuel, vous voyez quelqu'un qui est président de parti politique, vous n'êtes même pas sûr que sa femme est militante de ce parti. Mais il vous dit de faire la coalition avec lui. Pour que ça vous amène où? Pour que ça rapporte quoi? Donc il faut être un peu logique. C'est pour ça qu'il y a, nous de la nouvelle génération, on pense qu'il y a une autre façon de faire ces choses-là. Et rien ne nous exclut de s'asseoir avec mon frère et ami Cabral Libi, avec qui on est vraiment amis. Ces espoirs Matomba, on se voit tout le temps, on discute. Même notre candidat Hiram, il discute avec tout le monde. Tout le monde. Au moins ces échanges-là ont lieu. Alors, la vision de Hiram, il est pour la souveraineté, c'est un souverainiste. Il est pour la justice sociale, il est pour le développement local. Comment est-ce que ça se décline concrètement? Écoutez, il a un projet qui est détaillé en 12 clés, en 12 piliers. Et l'intéressant de ce projet, c'est qu'il tient compte d'abord des réalités de notre pays. Il connaît un peu le pays, parce qu'on est conscient que le premier problème de ces pays, c'est ceux qui sont aux affaires. Donc il faut d'abord débarrasser le pays d'une certaine génération. Et cette génération, elle peut nous être utile avec des conseils. Parce qu'ils ont une expérience. Vous vous en débarrassez, mais vous ne les jetez pas. Non. D'accord. Parce qu'on a besoin de leurs conseils. Mais ils doivent nous laisser aller au front. Pendant ça, ils nous donnent des conseils. Mais quand ils décident d'aller au front, dans un monde qui a changé, un monde moderne, où tout est rapide, aujourd'hui, vous savez ce que les jeunes font sur les téléphones? Vous voyez qui est en train de manipuler le téléphone là? L'intelligence artificielle. Ils peuvent même vous expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle.
On a des directeurs généraux de sociétés, quand ils vont dans les séminaires internationaux, pendant que dans les pays ont des jeunes de 23 ans, 24 ans, directeur général, ils développent des exposés. Nous, le Camerounais, lui, dort. On a des ministres comme ça. Il va à une conférence, on dit conférence des jeunes, pour des jeunes du monde entier. Des ministres qui arrivent, jeunes. Quand on dit le ministre du Cameroun, on voit un grand-père qui arrive. On dit même au Cameroun, même le ministre des jeunes n'a même pas 45 ans. Donc même le ministre des jeunes a déjà dépassé 60 ans. Mais il s'est dit, c'est un problème. On peut même nous flatter. Alors, beaucoup vous disent que le jeunisme n'est pas un programme politique. Le problème n'est pas le jeunisme. Le problème c'est quoi? C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Et la jeunesse a le nombre. La jeunesse a le nombre. Cela, quand on dit ne peut plus se plaindre aujourd'hui qu'il n'y a pas de porteur. Vous êtes là, le Hiram est là et les autres sont là. Le code électoral a ceci. Quand on dit tenir compte de la composante sociologique, il faut tenir compte de ceux qui sont là. Est-ce qu'il y a les hommes? Est-ce qu'il y a les femmes? Est-ce qu'il y a les personnes vivant avec handicap? Il faut tenir compte d'eux. Alors, quand on fait un gouvernement, le gouvernement doit tenir compte de la composition démographique, de la composante sociologique. Et quand on regarde cette composante, qui est majoritaire, ça veut dire que au Cameroun, quand on fait un gouvernement, ce gouvernement doit être constitué à 70% des jeunes. Alors, actuellement, le plus jeune, il a 53 ans. Vous voyez? Parce qu'ils ont estimé que la place des jeunes, c'est soit le chômage, soit la retraite. Soit la bière. Et c'est un problème. Il y a même des chansons qui sont en promotion dans ce sens-là. Et j'ai toujours dit à ceux qui sont jeunes comme moi, que lorsque vous dites que je ne fais pas la politique, nos grands-pères qui sont aux affaires là, ils boivent du champagne, ils disent que voilà un jeune qui a compris, qui est intelligent. Oui. Donc la solution aujourd'hui, c'est que les jeunes s'engagent. Il y a une élection qui est là, il y a un jeune qui est candidat, que les jeunes se fassent foule derrière ce jeune-là. Parce que ce jeune-là, ce qu'il les comprend, il comprend leurs problèmes parce qu'il a vécu dans le même contexte que eux. Et en démocratie, c'est simple. Si tu n'es pas là, on ne va pas faire ce que tu veux. Donc si les jeunes veulent que les choses changent, il faut que les jeunes envoient un jeune là où on décide, là où ça se signe. Moi j'ai l'habitude aussi de dire souvent que si je viens dans un village, je veux être maire, et que je me rends compte que sur 100 électeurs, 80 c'est les vieux, et que ce sont ces vieux-là qui m'ont voté. Mais moi je veux travailler pour mes électeurs. Je veux travailler pour les vieux. Parce que quand il y aura encore élection, moi je veux être réélu. C'est eux qui vont me voter. Je sais pas, donc quel est l'intérêt pour moi de travailler pour ceux qui ne votent pas? Et parfois je suis amusé. Je discute avec un camarade de classe que mon frère vient entrer dans le parti et me dit, mon frère, moi je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique. Après un jour, votre affaire là, je ne suis pas là. Après un jour, il m'appelle, me dit que vraiment mon frère, pas nous gagner la mairie, là, tu me donnes souvent les marchés. Je dis, ah. Je dis, mais la facilité. Je dis, mais tu es sérieux? Je dis, mais si tu es absent dans les combats, tu ne peux pas être là quand il y a les réussites. Mais on a vu vos congénères, par exemple, au Palais de l'Unité, puisque vous en parliez, aller déposer de l'argent en guise de caution pour le candidat Biya et même une avance pour sa campagne électorale. C'est des bons ou des mauvais jeunes? Vous les classez où? Bon, mais écoutez, je crois que tous ces jeunes-là déjà, c'est des fonctionnaires. C'est des gens qui occupent des postes, donc il faut les comprendre. C'est des gens qui sont, ils sont dans une cage, dans des pièges. Donc il y a, vous savez, dans la forêt là, quand le piège vous tient, si vous bougez le plus, ça vous blesse encore, ça vous fait trop mal. Donc beaucoup là, c'est des prisonniers. Beaucoup là, c'est des gens qui ont des choses à se reprocher. Donc il faut les comprendre. Donc on ne va pas être très méchant envers eux. Ils cherchent des couvertures, certaines protection. Bon, je demande, comment on peut expliquer ça? Que ça s'est passé. Que des jeunes qui sont jeunes et qu'il n'y a même pas un ministre de la jeunesse qui a leur âge. Et ils disent que celui qui nomme les vieux là et qui refuse de les nommer,
ils veulent qu'il reste là. Ça peut s'expliquer. Mais ce n'est que dans le vaudou qu'on peut comprendre ce genre de choses. Parce que, comme je vous ai dit, au Cameroun, il faut dans le vaudou politique. Et il faut donc comprendre certains de ces jeunes-là. Ils sont tenus. Soit ils ont gagné des marchés, soit ils ont eu à gérer des choses compromettantes. Et maintenant, ils savent que si un bouge le pied, la police bouge aussi. Donc il faut le comprendre. C'est des gens qui sont... Vraiment, leur vie est difficile. Donc... Il ne faut pas envier. Hein? Il ne faut pas envier leur vie. Il y en a quand même qui sont PCA, qui sont directeurs de SI. Il ne faut pas envier cette vie. C'est leur niveau là-bas. C'est à ce niveau qu'ils doivent caler. Ils doivent aller où? Mais s'ils ont prouvé leur engagement, c'est tout à fait logique qu'on puisse les nommer aussi ministres. Hein? Est-ce que c'est normal qu'on vous dise que dans un parti politique, le président national des jeunes du parti a déjà plus de 50 ans et il est content de dire que je suis pour national des jeunes du parti? Vous trouvez ça logique? Il n'y a pas un problème. Est-ce que vous trouvez normal que des gens qui sont allés au palais, la plupart ont plus de 45 ans et ils se revendiquent encore jeunes? Vous savez ce que c'est que jeunesse? Allons lire les statuts de l'UNESCO. Allons lire les statuts de l'UNICEF. Au niveau de l'ONU. Au niveau de la charte africaine de la jeunesse. Oui. Bon, au niveau même des statuts qui régissent le Conseil national de la jeunesse, c'est jusqu'à 35 ans. Donc lorsque je dis c'est jusqu'à 35 ans. Oui. Alors comment quelqu'un qui a déjà 50 ans, il est fier de dire qu'il est jeune? Alors que dans des pays, il y a des premiers ministres qui ont 30 ans. Il y a des ministres qui ont 18 ans, 19 ans. Mais lui ici, à 50 ans, il est content de dire que je suis jeune. Que nous les jeunes, nous soutenons la candidature de tel ou tel autre candidat. On va sortir de l'émission. Quand est-ce qu'on va pouvoir écouter la voix de votre candidat? Peut-être que cela nous a échappé à Info TV, mais quand est-ce qu'on va pouvoir écouter sa voix? Quand est-ce qu'on va pouvoir le découvrir? Vous le gardez encore caché? Écoutez, nous faisons les choses selon les règles de l'art. Oui. Notre candidat n'est pas dans la précipitation. Notre candidat est conscient qu'il s'agit du Cameroun et que pour gérer le Cameroun, c'est un pays difficile. Alors, comme je vous ai dit, nous faisons dans les règles de l'art. Demain, il y aura publication des candidats retenus. Oui. Après cette publication, notre candidat, nous organiserons un point de presse pour présenter officiellement notre candidat. Ensuite, il sera, on arrangera un programme, vous pourrez l'inviter quand vous voulez et il fera autant de médias selon son emploi de temps. Parce que vous savez, une campagne, elle ne peut pas seulement se régler dans les médias. On a des rencontres de proximité, oui. On a des meetings à organiser et nous allons faire le tour des 10 régions du Cameroun. Nous allons rencontrer tous ceux qui ont soif du changement pour leur expliquer que c'est possible. Et nous avons un travail à avoir 32 000 représentants dans les bureaux de vote. Donc tout cela, je peux vous rassurer qu'à ce moment, il ne dort pas. Il y a un travail profond qui est fait. Et tout ce que nous souhaitons, c'est que les jeunes se mobilisent derrière ces candidats, que ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, que le moment venu, ils aillent voter. Et au-delà du vote, que ceux qui peuvent être disponibles, qu'ils entrent en contact avec nous pour nous accompagner comme représentants dans les différents bureaux de vote. Voilà qui est clair. Merci beaucoup, Denis Emilien Tongana, pour sortir l'émission. On gardera un peu l'image du candidat investi par le FDC, Hiram Samuel Iodi, tout jeune. Il y a d'ailleurs les messages sympathiques qui sont arrivés pour ce candidat, qu'on aura certainement le plaisir, si jamais l'examen de passage, entre guillemets, demain, est déjà franchi. Le FDC est serein. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Notre candidat... Vraiment, nous avons l'expertise
dans la composition des dossiers des candidatures. Oui. Donc, notre candidat, il est propre. Comme vous voyez là sur la photo, propre, beau. Donc, son dossier est aussi propre et beau. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir regardé cette édition de À vous la parole. Le vendredi prochain, on sera encore là avec un autre invité, on espère un candidat retenu pour la course au fauteuil présidentiel. Très bonne soirée à tous.